Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel et de la réglementation, aux attentes des actifs évidemment, et du monde du travail en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Diemin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier et de talent qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Schauer. J'espère que j'ai bien dit Mélanie. Mélanie, tu es Global HR Leader et Senior Vice President Human Resources dans une start-up de l'industrie du sport. Tu as une carrière internationale en tant que DRH dans des start-up en hypercroissance, mais aussi dans des organisations de luxe, de voyage, voire de la boisson. Notre sujet du jour, la danse des défis RH dans une entreprise internationale. Je te dis bien la danse des défis RH et pas la danse des sept voiles, quoique. La gestion internationale des ressources humaines représente un enjeu majeur pour la réussite du développement à l'international de toute entreprise. Elle est un élément clé du succès ou de l'échec du management international. Pour une organisation qui opère dans de nombreux pays et dont les équipes sont, de fait, dispersées, la gestion des RH rencontre des challenges d'autant plus nombreux. La culture, les pratiques du travail, la réglementation, le décalage horaire ou les décalages horaires, les langues, etc., etc. Les défis classiques rencontrés par les professionnels des ressources humaines comme la paye, l'attraction, et la rétention des talents, la gestion des compétences, transformation digitale, etc., etc., sont à la fois les mêmes et différentes. Mélanie, peux-tu nous brosser le décor pour des RH dans une entreprise internationale? Bonjour Karine. Alors, en effet, les entreprises internationales opèrent dans un environnement très complexe. Comme tu l'as dit, de la diversité des lois du travail complètement différentes, des réglementations différentes, des payes faites de manière différente avec des impôts et des déductions différentes dans chaque pays, une gestion du temps de travail différente et des absences. Nous n'avons pas le même temps de travail dans chaque pays. Bien évidemment, des langues différentes, des fuseaux horaires différents auxquels les employés doivent s'adapter afin de pouvoir faire des meetings. Et bien évidemment, peut-être un des plus grands complexes, des cultures différentes dans chaque pays, qui a bien évidemment un impact sur la gestion de nos employés. Il faut donc, dans ce genre d'environnement international, une stratégie de ressources humaines globale. Nous parlons d'une compagnie avec des employés qui devront partager la même vision, la même mission, des valeurs globales, bien évidemment, une culture unique que l'on veut bien évidemment partager avec l'ensemble des collaborateurs, tout en respectant les particularités locales, non seulement d'un point de vue légal, qui est une obligation, mais aussi les particularités locales, je pense principalement aux particularités culturelles. Donc c'est vraiment là où les ressources humaines jouent un enjeu, enfin jouent un rôle crucial. C'est eux qui se chargent de la cohérence des messages, bien évidemment avec le département de la communication interne, si l'entreprise là, et le partage des valeurs qui se fait dans les divers pays du groupe. Merci. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les principales différences? Là, tu en as cité plein, c'est vrai, il y en a auxquelles je n'avais pas forcément pensé là dans notre échange. Pour toi, quelles sont les principales différences que tu as pu observer au cours de ta carrière, justement dans l'organisation des services RH? Alors, je dirais que ça dépend principalement de la taille de l'entreprise, de l'industrie dans laquelle l'entreprise est.
la culture d'entreprise, et bien évidemment les lois locales qui s'appliquent, qui peuvent avoir un impact, sur, la gestion des ressources humaines et du coup des équipes ressources humaines. Dans les plus grandes entreprises, j'ai fait, une grande partie de ma carrière dans des entreprises, de grande taille internationale. On voit souvent des équipes ressources humaines plus importantes, plus spécialisées. On aura, potentiellement, des personnes vraiment, spécialisées dans le recrutement, par exemple, dans tout ce qui est formation, développement ou dans la paye. Et dans les plus petites entreprises, on voit souvent, bien évidemment, des plus petites équipes qui portent donc plus de casquettes. Certains départements auront des services externalisés, je pense à la paye qui l'est, assez souvent, laissant la place à des ressources humaines qui vont se concentrer sur d'autres éléments comme, le business partner. La localisation géographique influence aussi la manière dont, les ressources humaines sont gérées. Par exemple, si on prend l'approche de la gestion de la performance des employés, la façon dont cela se fait d'un point de vue légal en Allemagne, n'est pas la même chose que, la manière dont la performance, se comprend par exemple, en Grande-Bretagne. Donc ça a bien sûr un impact sur la manière dont les ressources humaines sont gérées. L'industrie, bien sûr, joue un rôle. Si on est dans un environnement, par exemple, très réglementé comme la pharma, le domaine de la finance, l'équipe ressources humaines aura probablement une plus grosse fonction compliance, que, si nous sommes, par exemple, dans une start-up, en tech. Pour finir, je pense un élément très important, la culture d'entreprise, qui bien sûr influence très fortement, l'organisation des ressources humaines. Une start-up tech, qui potentiellement aura un très grand pourcentage de ses employés en produits, par exemple, heu, peut-être agira, selon la méthode, agile, ne fonctionnera pas de la même façon, d'un point de vue ressources humaines et n'aura pas les mêmes défis que, encore une fois, une entreprise, qui sera plus axée sur la conformité. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, en fait, pour toi, d'abord et puis pour l'agilité, en fait, que ça demande au niveau du cerveau pour arriver à matcher, en fait, toutes ces différences et à faire que l'ensemble fonctionne. Alors même si c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais vraiment, je tenais à te dire ça parce que c'est impressionnant. Et du coup, est-ce que la politique RH peut être unique dans une entreprise qui opère dans 5, 10, 15 pays? Comment être en cohérence avec une vision et des valeurs uniques, alors que les réglementations, comme tu le disais, sont finalement, extrêmement variées? Alors, je pense qu'il n'est pas possible ou très difficile d'avoir une politique ressources humaines totalement uniforme. Heu, dès qu'on a en charge plus qu'un pays, 2 pays, les pays ont des lois différentes, des pratiques différentes. Même s'il s'agit de quelque chose de petit comme, les congés, par exemple, bien évidemment, on ne peut pas avoir la même politique et appliquer par exemple, les mêmes lois sur, les 2 pays. Je pense aussi qu'il est important de pouvoir respecter certains éléments culturels, des différents pays dans lesquels une entreprise internationale agit. Par contre, bien évidemment, il est possible et très important selon moi de maintenir une vision globale des valeurs bien évidemment partagées entre collaborateurs, ce qui fédère les employés et qui fait la culture d'entreprise. Ici encore, la communication est essentielle, communiquer de manière transparente, la vision de l'entreprise, la mission de l'entreprise, les valeurs, cela doit se faire de manière très intentionnelle, pour que les employés se sentent, faisant partie d'une cohérence globale. Mmh. En termes de processus, que ce soit pour la paye, les congés, et enfin tous ces processus finalement, clés, à quoi les RH sont confrontés dans une entreprise internationale? Sur quel point doit-on
doit-on être particulièrement vigilant? Alors, sur la plupart des points, je pense qu'encore une fois, on peut développer des process, et une vision globale. Maintenant, la manière dont on va en pratique, les mettre en place va devoir bien évidemment, être revue selon les diverses lois dans les pays. Le premier qui nous vient à l'esprit, bien évidemment, c'est la paye. Pas tous les pays ont des lois différentes en termes de taux horaires, d'avantages sociaux, de retenue fiscale, etc. Les absences, les congés dont on a parlé ne sont pas les mêmes dans tous les pays et il est bien évidemment essentiel de pouvoir faire des différences et de respecter les lois locales. Mais on parle aussi, par exemple, en recrutement et sélection, pouvoir s'assurer que le processus est équitable et conforme aux lois sur l'égalité des chances, qui peut être variée selon les pays. L'évaluation de la performance, comme je l'ai mentionné dans mon exemple précédent, la performance et les problèmes de performance ne sont pas compris ou vus de la même manière dans tous les pays, et ça d'un point de vue légal et culturel. Ou alors la conformité légale, par exemple, en matière encore une fois, de sécurité du travail, de confidentialité des données, est un autre point important à respecter. Mmh. En termes d'outils, donc les outils RH, on s'appuie sur pléthore d'outils, hein. Je pense au SIRH, par exemple. Peuvent-ils être homogènes, pour tous les employés? Alors oui, la sélection d'un outil global, bien évidemment, si l'outil permet des modifications, locales, peut être partagé, par tous les employés dans une entreprise internationale, ce qui va permettre une certaine homogénéité, cohérence dans la gestion des ressources humaines, mais aussi dans l'expérience employée. Mais bien évidemment, il faudra choisir un système qui puisse prendre en compte les différences locales. Encore une fois, un exemple très simple, les absences et jours de congé. Si la France si la France a 40 heures et que l'Angleterre a 36 heures, admettons, on va devoir voilà, pouvoir refléter ces différences dans le système de ressources humaines. Euh, donc, les processus peuvent être standardisés. L'expérience employée peut être standardisée et personnalisée, mais bien évidemment, il faut s'assurer que le système s'adapte aux besoins spécifiques des pays dans lesquels l'entreprise est implantée. D'accord, donc tu recommandes de choisir dans ces cas-là un outil extrêmement agile, finalement? Tout à fait, Oui. Alors, absolument. sur l'aspect, QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, que peux-tu partager, sur ce sujet-là? Est-ce qu'une, politique, QVT ou QVCT, peut adresser, tous les cas de figure, et couvrir tous les pays finalement, adressés, par une entreprise? Je pense aux j'en sais rien, aux mutuelles obligatoires en France, c'est pas du tout le cas, dans d'autres pays. Les pauses réglementaires aussi, toutes les, 20 minutes, toutes les 6 heures, c'est le code du travail en France, hein, donc ça veut pas dire qu'on l'applique, mais ou qu'on attende 6 heures pour prendre une pause. Mais voilà, ces spécificités-là, comment dans une, politique QVT ou QVCT, tu fais pour finalement, que tout le monde ait les mêmes droits? Alors, la politique globale de qualité de vie au travail est possible, et vise, un but unique et le même but, améliorer les conditions de travail des employés et leur satisfaction au travail. Donc, je pense qu'une politique globale, est tout à fait possible. Son application va être encore une fois partiellement différente due aux différentes réglementaires ou culturelles de chaque pays. Tu as mentionné par exemple certains avantages sociaux. On peut avoir une politique qui va définir
que l'entreprise, veut donner, par exemple, une couverture médicale privée à ses employés, même si cela n'est pas obligatoire dans chaque pays dans lequel l'entreprise est implantée, mais on va pouvoir mettre, ces avantages sociaux en place dans chaque pays afin, d'améliorer les conditions de travail des employés. Donc je pense qu'une politique peut être globale, mais doit être flexible afin, encore une fois, d'être adaptée aux besoins et spécificités de chaque pays et également aussi aux besoins des employés. Un employé d'un pays n'a pas forcément les mêmes besoins et attentes d'un employé dans un autre pays. Et ça, les entreprises peuvent avoir des données par rapport au travers d'un Employee Engagement Survey, par exemple, ou des forums, afin de vraiment adapter les besoins des employés à une politique globale de qualité de vie. Ouais, absolument. Sur la thématique, en fait, de la gestion de carrière, il s'agit quand même d'un point clé pour attirer les talents et les retenir. Même si j'aime pas trop dire retenir, ça fait un peu captif là, enfin bref, les fidéliser. On entend souvent des candidats dire qu'ils veulent une carrière internationale. Alors ça, surtout les jeunes: «Ouais, je fais une carrière internationale, ça permet de découvrir, plein de cultures, d'autres horizons, d'avoir une vision très, très large, très ouverte». En fait, toi qui as une vraie carrière internationale, là tu parles français, mais ton quotidien c'est de parler anglais. Tu es suisse, tu as travaillé dans et pour une pléthore de compagnies dans plein de pays différents. Ton quotidien, c'est d'avoir aussi bien des équipes aux États-Unis qu'en Asie. Je ne sais pas d'ailleurs comment tu fais pour garder, le cerveau connecté. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que le fait de vouloir, enfin rêver de vision, d'expérience, découverte de culture, est-ce que c'est la réalité, ou pas? Et puis surtout, comment promouvoir cela dans une entreprise? Est-ce que c'est possible? Alors, je dirais, est-ce que c'est une réalité? Oui et je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'une entreprise nous le propose pour potentiellement trouver ces opportunités dans divers pays. Maintenant, je dirais que bien évidemment, je l'ai fait et ça a amené au-delà de l'expérience professionnelle, une ouverture d'esprit, accès à des diversités culturelles et ce dans la vie de tous les jours qui est, je dirais une expérience vécue de la vie de tous les jours un petit peu différente que quand nous gérons, et travaillons avec des gens à l'étranger. Malgré enfin, c'est une expérience géniale, malgré tout, c'est une expérience qui a aussi un coût personnel dont les gens, ne réalisent peut-être pas forcément, ce que ça veut dire, mais c'est voilà, être loin de sa famille, de ses amis, cela a souvent un impact sur le conjoint, sur les enfants qui se retrouvent dans des pays, où ils ne parlent pas la langue, dans des écoles, potentiellement, internationales, donc ça a un coût également, à prendre en compte. Pour les entreprises, bien évidemment, il faut, s'ils ont des bureaux à l'international, il faut avoir, les moyens financiers de pouvoir gérer et permettre la mobilité internationale. Bien sûr que je le recommande, c'est une grande richesse, que ce soit à travers des missions à l'étranger, des détachements, des projets, internationaux, même de courte durée. Ça tout à fait, comme bénéfice, tu l'as dit, d'attirer, et de retenir, et surtout, à mon sens, de développer, des talents, de développer une culture, plus internationale, des gens qui se comprennent, un peu plus facilement. Heu, mais de ce que j'ai pu voir ces dernières années, je pense que c'est les entreprises qui vraiment, envoient des expatriés à l'étranger, avec, des conditions, qu'on a pu voir, il y a encore quelques années, qui sont des conditions,
enfin, je dirais très confortable. Je pense que ça va de moins en moins arriver. Les talents locaux, même dans les pays en voie de développement, sont devenus très bons, sont devenus aussi bons, que dans les autres pays. Donc il n'y a plus et vraiment, nécessité d'envoyer des expats, dans tous ces pays. Mmh mh. Merci. La question salaire, en fait, donc est importante également. Donc la rémunération comme le coût de la vie, bah, enfin, ce sont des éléments différents de géographie, en géographie. Cela peut être perturbant en interne, pour que, quand tu vois à un même poste, des salaires différents et pourtant, c'est normal vu que le coût de la vie d'un pays à l'autre est différent. Es-tu pour la transparence des salaires dans ces conditions-là? Alors, je pense que la transparence des salaires, bah, déjà, c'est un sujet très complexe. Je pense que ça va dépendre de la position de chaque entreprise, et ça va vraiment dépendre de sa culture et sa stratégie. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose à prendre, à à séparer le côté, vraiment, donner la transparence salariale quand quelqu'un part à l'étranger. Je pense que ça dépend vraiment d'une culture générale. Maintenant dans l'exemple que tu as donné, en effet, un salarié qui serait muté dans un pays où les salaires sont beaucoup moins élevés ou moins élevés, heu, pour autant que la philosophie de l'entreprise d'appliquer un salaire local à ses expatriés, parce que certaines entreprises gardent un salaire, le salaire de base de l'employé, même quand il est dans un pays différent. Si le salaire, local est appliqué et qu'il est moins élevé, je pense qu'il est important de pouvoir expliquer ces différences afin que l'employé comprenne la manière dont les décisions de rémunération sont prises. Et tu l'as dit, le coût de la vie, et cetera, rentre, en jeu. Hem Afin que l'employé comprenne vraiment, comment ces décisions sont prises, qu'il voit peut-être un benchmark, fait sur le pays dans lequel il va être envoyé et qu'il ait un sentiment de justice qu'on va lui appliquer un salaire juste. C'est ça arrive également et je l'ai vu, passablement, avec des managers dans des pays à plus faible salaire qui vont devoir gérer des employés dans des pays où, les salaires sont plus élevés, et il leur arrive, parfois de gérer des gens, qui soient sous eux, qui aient un salaire plus élevé que le leur. Et ça, c'est des situations assez difficiles à gérer. Il faut vraiment faire il y a vraiment un travail je dirais, d'éducation à faire, et de maturité de la part des employés afin de comprendre, ces différences entre pays. Mmh. Eh bien, pour finir, quelles seraient tes recommandations en matière de ressources humaines ou tes clés de succès, hein, finalement, pour une entreprise qui se lance ou veut se lancer à l'international? Alors, je dirais que la première chose, c'est bien évidemment de comprendre les marchés locaux. Il faut, comprendre ces cultures d'un point de vue ressources humaines, les lois, les réglementations du travail, bien évidemment. Le marché des talents, comment est-ce que les gens, sont recrutés dans tel pays, qu'est-ce qui leur parle, et cetera, et vraiment avoir une compréhension des marchés locaux, qui soit vraiment très importante avant de pouvoir s'y, s'y baser. Heu, Après, il faut, comme on a discuté, une stratégie, je pense, ressources humaines globale, avec une mission globale, une culture d'entreprise partagée. Je pense que c'est vraiment, ce qui définit, une entreprise, sa performance, c'est une culture d'entreprise où les gens sont engagés. C'est un travail sans répit, de créer cette culture, et en même temps être flexible, personnaliser les pratiques ressources humaines en fonction des besoins locaux. Gérer la diversité culturelle est vraiment, primordial quand on a, des employés dans divers pays. Et puis je dirais d'un point de vue, ressources humaines, si, cela est possible, d'un point de vue, coût, d'un point de vue, grandeur de l'entreprise, recruter une équipe ressources humaines locale, ou une personne, des ressources humaines qui est, basée localement,
cette personne-là ou ces personnes-là comprendront, bien évidemment beaucoup mieux que personne les lois du pays, la culture du pays, parleront la langue locale, ce qui vraiment facilitera, je pense, l'intégration de ces pays dans un groupe plus global. Merci beaucoup Mélanie pour tous tes partages, les anecdotes, tes recommandations. Merci, merci mille fois. Notre live se termine. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été avec nous pour ce sujet délicat sur les défis RH dans une entreprise internationale. Nous avons noté vos questions. Nous vous répondrons dans les prochains jours ou à l'issue de notre live. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous Bibuzz. Donc, c'est tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn. En attendant, restez connectés. Retrouvez nos articles sur notre blog Plume and Biz et également nos replays des Bibuzz sur notre chaîne YouTube. Surtout, prenez soin de vous et à très vite.